La jeune fille pauvre venait à peine d'être transférée dans cette école UP qu'elle fut victime d'intimidation. Jinki, voyant sa fille tourmentée, décida d'affronter l'école. Mais son mari l'a mis en garde, nous n'avons ni argent ni influence. Nous risquons d'être accusés à tort d'être les agresseurs. Jinki bouillait de rage face à la lâcheté de son mari, mais se sentait impuissante, après tout. L'enfant n'était pas biologiquement la sienne. Elle décida donc de régler le problème à sa manière. Mais sa fille la pressa de s'occuper de ses affaires. Aux yeux de sa fille, Jinki n'était qu'une femme sans éducation et grossière, incapable de résoudre sa situation difficile. Déterminée à ne pas embarrasser sa fille, Jinki s'habilla de ses plus beaux atours et se rendit à l'école. Elle chercha le professeur principal de sa fille pour déposer une plainte officielle. Mais, comme son mari l'avait prévenu, en Corée du Sud, le pouvoir des chabols règne en maître. Le professeur méprisait cette famille pauvre qui n'avait même pas les moyens de payer des pots de vin. Non seulement il a refusé de s'occuper du harcèlement, mais il a conseillé à Jinki de transférer immédiatement sa fille dans une autre école. Furieuse, Jinki a réprimandé le professeur sur place avant de se rendre au poste de police pour signaler l'incident. Les agents ont exigé que Jinki fournisse soit des preuves directes du harcèlement, soit que l'auteur du harcèlement se présente volontairement. Sinon, il n'ouvrirait pas de dossier. Les agents ont même fait remarquer que les chamailleries entre enfants étaient tout à fait normales, suggérant qu'elle ferait mieux de faire comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. Jinki, furieuse, a fait une scène au poste, évitant de justesse d'être arrêtée pour obstruction à la justice. N'ayant plus aucun recours, elle a placé ses espoirs dans un juge qu'elle connaissait personnellement. Par coïncidence, ce juge présidait une affaire de harcèlement scolaire. Grâce à la décision impartiale du juge, les auteurs du harcèlement ont non seulement reconnu leur tort, et ont présenté leurs excuses en larmes à la victime, recevant une peine de travaux d'intérêt général appropriée. Cela a donné à Jinki une lueur d'espoir. Elle s'apprêtait à parler au juge de la situation de sa fille, lorsque, de manière inattendue, le juge a dû s'occuper d'une affaire urgente. Ils ont convenu de discuter plus en détail de la question plus tard dans un café. Cependant, Jinki a attendu longtemps sans que le juge n'arrive. Au lieu de cela, elle a accidentellement été témoin du garçon de tout à l'heure en train de harceler à nouveau un autre camarade de classe. Le garçon ne montrait aucun remords. Jinki, sentant la gravité de la situation, se précipita au tribunal pour informer le juge. Mais elle fut témoin d'une scène encore plus déchirante. Il s'avéra que ce parent avait également intenté une action en justice pour le harcèlement de son enfant. Le résultat n'avait fait qu'intensifier le harcèlement, poussant finalement l'enfant à se suicider. La femme était assise par terre, pleurant de douleur. En voyant cela, Jinki eut l'impression d'assister au destin de sa propre fille. De retour chez elle, encore sous le choc, elle découvrit sa fille recroquevillée dans un coin, en pleurs, les mains ensanglantées. De toute évidence, sa fille avait subi des brimades encore plus graves. Avant que Jinki n'ait pu demander qui était responsable, sa fille s'évanouit, alors que la colère de Jinki grondait sans trouver d'exutoire. La camarade de classe de sa fille, Jion, lui envoya un message pour lui demander pourquoi Jion n'avait pas assisté au cours particulier du soir. Après avoir lu le journal intime de sa fille, Jinki savait que Jion était sa meilleure amie. Elle s'habilla à la hâte et se rendit à l'école du soir, déterminée à découvrir grâce à Jion qui harcelait sa fille. Cependant, comme les élèves venaient de différentes écoles, Jinki chercha longtemps sans trouver Jion. Cette scène fut observée par le professeur de Jion. Ce professeur avait déjà rencontré Jinki une fois auparavant. Il n'y a pas longtemps, Jinki s'était rendu à l'école du soir pour apporter un parapluie à sa fille. D'apparence jeune et vêtue de l'uniforme scolaire de sa fille, elle avait été prise pour une élève par le professeur. Lorsque le professeur avait vu Jinki boire seule, en colère, il était intervenu précipitamment, mais avait été sévèrement repoussé. Cela l'avait amené à penser que Jinki était une élève délinquante. Poussé par le désir de protéger ses élèves, le professeur avait insisté pour retenir Jinki, refusant de la laisser partir. Furieuse, Jinki l'avait plaqué contre le mur, lui demandant « Vous voulez vous faire tuer ?» Alors que le professeur était sur le point de perdre connaissance, Jion se précipita pour éloigner Jinki. C'est alors qu'une silhouette mystérieuse arracha soudainement Jion. Jinki se lança immédiatement à sa poursuite, mais Jion avait disparu sans laisser de traces, comme si elle s'était évaporée. Soudain, l'avertissement d'un homme résonna dans son oreille. « Si vous osez causer d'autres problèmes, votre fille pourrait bien perdre la vie. » Jinki frissonna. Le simple fait d'avoir parlé au professeur principal lui avait valu une menace de mort. Ses enfants privilégiés n'étaient pas mieux que des gangsters. Jinki se sentait désorienté. Les événements des 2 derniers jours avaient non seulement bouleversé sa perception des choses, mais l'avaient également exposée à la dure réalité de la vie. Simplement parce qu'elle était pauvre, son mari lui avait conseillé de ne pas défendre leur fille. Jinki chercha à avoir une conversation sérieuse avec sa fille. Au lieu de cela, elle découvrit son enfant caché sous le bureau. Le cœur de Jinki se serra lorsqu'elle sortit sa fille de sa cachette. Mais l'enfant continuait à la supplier « Sauve-moi ». Après avoir bercé sa fille pour l'endormir, la colère de Jinki déborda. Si la loi ne pouvait pas punir ces brutes, alors elles allaient elles-mêmes goûter à l'intimidation. Jinki ôta le tablier qu'elle portait depuis 20 ans et s'aventura seule dans la plus grande boîte de nuit de Séoul. En quelques instants, des dizaines de gardes de sécurité gisaient étendus sur le sol. En réalité, Jinki était autrefois chef de gang. Comme sa fille refusait de nommer les brutes, Jinki fit appel à son redoutable subordonné,
Sora. Elle lui demanda d'infiltrer le lycée de sa fille en tant qu'élève afin d'enquêter personnellement sur les brutes. Sora trouva que c'était un excellent plan. La seule question était maintenant de savoir si quelqu'un à l'école la reconnaîtrait. Jinky pensa immédiatement au professeur principal qui lui demandait constamment de l'argent. Cette nuit-là, le professeur principal a été appréhendé par Sora et enfermé dans un congélateur dans une usine abandonnée. Contraint de réfléchir tout en mangeant des glaces. Ne sachant pas qui il avait offensé, le professeur a avoué tous les méfaits qu'il avait commis. Sora a examiné la liste des crimes, mais n'était toujours pas satisfaite. Après une journée de réflexion infructueuse, le professeur s'est enfui dans sa ville natale pendant la nuit. Il a même fait renvoyer sa lettre de démission à l'école par courrier. Le nouveau directeur a serré les dents de rage en voyant la lettre de démission. Pensait-il que l'école était un magasin de proximité, où l'on pouvait aller et venir à sa guise? Le directeur précédent avait été licencié pour corruption. Ce nouveau directeur, cependant, était également plutôt enclin au détournement de fonds. Le départ soudain du professeur principal lui donnait mal à la tête. Il a donc choisi au hasard quelqu'un parmi une pile de candidats pour remplacer le professeur principal. Pendant ce temps, la fille de Jinky s'était enfermée dans sa chambre pendant une journée et une nuit entière. Le moindre bruit la faisait encore trembler de manière incontrôlable. Jinky tenta de la rassurer, « Avec maman ici, tu n'as pas à avoir peur ». La fillette semblait vouloir dire quelque chose, mais la lueur d'espoir dans ses yeux disparut brusquement et elle se tut à nouveau. Ce qui déchira encore plus le cœur de Jinky, c'est que le lendemain, sa fille s'était coupé les cheveux. Le médecin expliqua qu'il s'agissait d'une grave séquelle du harcèlement scolaire. Voir sa fille, autrefois si vive et joyeuse, réduite à cet état, déchirait le cœur de Jinky. Elle aurait tant aimé que sa fille se rebelle à nouveau contre elle, qu'elle fasse des caprices et cris comme avant. Pendant ce temps, Sora avait rempli les documents d'inscription de Jinky. Jinky jura de faire payer doublement à ceux qui avaient harcelé sa fille. Ce soir-là, Jinky feuilleta à nouveau le journal intime de sa fille, dans l'espoir d'y trouver des indices précieux. Au lieu de cela, elle découvrit accidentellement la raison pour laquelle sa fille avait récemment refusé de rentrer à la maison ou de lui parler. La plus grande menteuse au monde, c'est maman. Cette femme hypocrite. Ma mère n'a pas de sœur décédée, mais elle insiste pour dire que je suis la fille de sa sœur décédée. Jinky était incapable de parler de sa souffrance, car sa fille avait été conçue à la suite d'un viol. Elle ne pouvait qu'utiliser ce mensonge pour tromper son enfant, tout en se trompant elle-même. Le lendemain, Jinky ferma l'hôtel à l'insu de son mari, enfila un uniforme scolaire et se présenta à l'école. Elle était accompagnée du nouveau professeur principal, Park. Park était un homme droit, mais son manque de sociabilité faisait qu'après 8 ans d'enseignement, il restait un travailleur à temps partiel. Devenir soudainement professeur principal dans une école prestigieuse le rendait à la fois flatté et perplexe. Cela lui fit également croire à tort qu'il avait enfin rencontré une personne décente, ce qui lui donna instantanément de l'énergie. La nouvelle arrivante, Jinky, lui semblait étrangement familière, comme s'il l'avait déjà vue quelque part. Cela rendit Jinky extrêmement nerveuse, incapable même de regarder directement le nouveau professeur principal. Bientôt, les présentations commencèrent. Jinky se sentait plutôt gênée de parler, car son nom était vraiment particulier. Dès qu'elle prononça son nom, les élèves en bas éclatèrent de rire. Un tel nom était généralement réservé aux chiens. Le professeur demanda précipitamment à Jinky de s'asseoir à la place de sa fille pour le moment. Cependant, les camarades de classe à côté d'elle étaient mécontents et se levèrent immédiatement pour protester. Jinky venait à peine de s'asseoir lorsque la scène suivante déclencha sa fureur. Le bureau de sa fille était couvert de graffitis obscènes. En le regardant, les larmes montèrent aux yeux de Jinky. À ce moment-là, plusieurs brutes de l'école s'approchèrent, cherchant des ennuis. Jinky, bouillonnant de rage, leur donna rapidement une bonne correction. Le meneur implora sa pitié, mais il était trop tard. Peu de temps après, les brutes étaient toutes à genoux sur le sol. En découvrant les graffitis sur le bureau de sa fille, Jinky cassa le manche du balai en deux, prête à frapper. De manière inattendue, un garçon s'interposa. « Si tu oses causer encore des ennuis, déclara-t-il, je te tuerai. » Loin d'être intimidée, Jinky était encore plus furieux. Elle reconnut la voix du mystérieux individu qui avait récemment menacé de tuer sa fille. De toute évidence, ce garçon avait également harcelé la fille de Jinky. Jinky attrapa le garçon par le cou et lui asséna un coup de poing, mais il fut arrêté par le professeur principal. Le professeur commença à parler, mais l'instant d'après, Jinky l'attrapa par le cou et le jeta sur le côté. Elle déchaîna alors une rafale de coups de poing sur le garçon. Le professeur principal se précipita pour intervenir, mais il reçut lui-même un coup de poing violent. La classe resta figée sous le choc, n'ayant jamais vu une élève transférée aussi féroce. Alors que la situation devenait incontrôlable, le responsable de la discipline arriva juste à temps pour intervenir. Ayant agressé à la fois des élèves et des membres du personnel dès son premier jour, Jinky risquait naturellement l'expulsion. Le professeur principal, qui avait été transféré le même jour, intervint précipitamment en faveur de Jinky. Minku avait l'intention de lui accorder un peu de crédit, mais le directeur se précipita pour protéger Jinky, rejetant immédiatement toute la responsabilité sur J1. Il s'avéra que les acolytes de Jinky avaient secrètement soudoyé le directeur avec 20 millions de wons, d'où son intervention frénétique pour protéger Jinky. Son ingérence excessive ne fit qu'exaspérer davantage Minku. Minku a déclaré qu'il allait expulser Jinky. Le professeur principal a tenté d'intervenir, mais un ancien collègue lui a dit de ne pas s'en mêler. Il s'agissait d'un rapport de force entre les deux hommes. En général, le directeur occupait un rang plus élevé, mais Minku était le favori du président. Il se livrait donc souvent à une compétition secrète. Jinky, qui n'était pas au courant de cela,
Interrogeait Mina, la brute, au sujet de l'incident. Elle voyait bien que Mina avait peu d'expérience en matière de bagarre et qu'elle n'avait pas pu battre sa fille aussi violemment. Jinki a donc élevé l'enquête à un niveau supérieur. D'après le récit de Mina, elle a une fois de plus identifié Ji-1 comme étant l'auteur des faits. Ji-1 était le tyran le plus redoutable de l'école. Son chef, bien que plus petit, excellait dans ses études. Ce garçon était le fils du président de l'école. Mina a révélé que Mino avait été rejeté par la fille de Jinki, Yalan. Il était fort probable que Mino, rongé par la rancœur, ait incité Ji-1 à tourmenter Yalan, toutes les preuves désignant clairement Ji-1. Jinki décida de le confronter le soir même, mais elle fut une nouvelle fois interceptée par le tuteur. Ce dernier cherchait à comprendre les raisons de sa bagarre, dans l'espoir d'empêcher son expulsion. Jinki, qui n'avait jamais fréquenté l'école, n'avait aucune patience pour ce tuteur qui contrecarrait sans cesse ses plans. Peu après, Jinki découvrit que quelqu'un la suivait. Après avoir maîtrisé le harceleur, elle réalisa qu'il s'agissait de Jion, une amie proche de sa fille. Il s'avéra que Jion s'était inquiété après avoir perdu contact avec Yalan pendant plusieurs jours. Jinki l'emmena au chevet de sa fille à l'hôpital. Jion semblait connaître le véritable coupable derrière l'état de Yalan et jura de révéler les mauvaises actions de cette personne. Elle jura également en silence de protéger Yalan à partir de maintenant. Mais Yalan saisit Jion alors qu'elle s'apprêtait à partir, la suppliant, ne dis rien, sinon, toi et ma mère mourrez toutes les deux. Se souvenant de la cruauté du coupable, Jion s'abstint de révéler son identité à Jinki. Jinki, pensant qu'il s'agissait simplement d'un cas de violence scolaire, chercha tout de même une issue grâce au témoignage de Ji-1. Puis Mina annonça une mauvaise nouvelle, le chef de la discipline venait d'être promu, et son autorité dépassait désormais celle du directeur. L'expulsion de Jinki de l'école était désormais certaine. Elle rétorqua immédiatement, « Je ne suis pas ici pour obtenir un diplôme de fin d'études. Donc ça n'a pas d'importance. » Les actions audacieuses de Jinki lui valurent non seulement l'admiration de plusieurs tyrans rebelles de l'école, mais aussi celle de Mino. Pendant ce temps, le directeur cherchait à s'attirer les faveurs du chef de la discipline nouvellement promu, se préparant à lui remettre l'argent du pot de vin. À ce moment-là, Mino arriva sans y être invité et, en une seule phrase, persuada Jinki de rester. Croyant son expulsion imminente, Jinki se précipita pour trouver Ji-1. Sous son regard méprisant, la fierté de Ji-1 fut frappée comme par la foudre. Avant que Jinki n'ait pu parler, Ji-1 se prépara à frapper. Mino entra alors, l'arrêtant d'un regard. Il interrogea ensuite Jinki sur sa relation avec Yalan. Jinki ricana, « Tu n'es pas vraiment un homme dans cet état. » Mino, déconcerté par une telle humiliation, resta imperturbable. Pendant le reste de la journée, Ji-1 n'osa pas aller aux toilettes. Cela rendit Jinki furieux, qui décida de la suivre après l'école. À la recherche d'une occasion, contre toute attente, il fut intercepté par Jion, qui souhaitait révéler le véritable coupable. Confondant son inquiétude pour sa sécurité, Jinki la rassura brièvement avant de reprendre sa poursuite de Ji-1. À sa grande surprise, Ji-1 se précipita dans une boîte de nuit. Jinki, toujours en uniforme, ne pouvait pas entrer. Mais heureusement, elle s'était préparée à l'avance. Après s'être changée, Jinki se mit à la recherche de Ji-1. Elle la trouva rapidement. Un homme servait des boissons à Ji-1, qui semblait extrêmement réservé en sa présence. Lorsque Jinki reconnut le visage de l'homme, son expression changea radicalement, car cet homme l'avait violée 17 ans auparavant. Il était l'ombre dont Jinki ne pouvait se débarrasser. Terrifiée, elle s'effondra sur le sol, alertant à la fois Ji-1 et l'homme à l'intérieur. Heureusement, leur professeur principal les avait suivis, confondant leur présence avec une relation amoureuse dépassant les limites entre enseignants et élèves. L'homme n'insista pas davantage. Jinki n'osa pas poursuivre l'affaire. Elle craignait que sa fille ne s'effondre si elle apprenait le passé méprisable de son père. Jion, souvent victime d'intimidation en raison de sa beauté et mise à l'écart à cause de ses mauvaises notes, ne trouvait personne pour l'aider, jusqu'au jour où un enseignant lui tendit la main. Naïve, Jion tomba rapidement éperdument amoureuse. Elle croyait innocemment que cet homme la protégerait pour toujours. Mais l'enseignant était simplement captivé par sa beauté. Le sort de Jion, victime d'intimidation, resta inchangé. Alors que Jion se résignait à son sort, Yalan, l'élève transféré la mieux classée, fit son apparition. Yalan a non seulement accepté les difficultés scolaires de Jion, mais l'a également protégée de manière constante. Les deux sont rapidement devenus des confidentes inséparables. Après avoir appris la relation de Jion avec le professeur, Yalan l'a exhorté à en informer ses parents. Jion a toutefois hésité, craignant la déception de sa mère. Leur proximité a rapidement attiré l'attention de Jamin. Lui aussi craignait que sa relation avec Jion ne compromette ses perspectives d'avenir. Il a donc demandé à Yalan de cesser de s'immiscer dans les affaires de Jion. Yalan a déclaré, « Jion est mon ami, je dois la protéger. » Jamin a compris ce qu'elle voulait dire et son expression s'est assombrie. Il a alors ordonné au desperado Yonkyu de faire taire les deux filles. Cette nuit-là, Jion a été enlevé et emmené dans un entrepôt abandonné. Yonkyu l'a menacé, « Ne dis rien et change immédiatement d'école. Sinon je ferai du mal à ta meilleure amie. » Le même jour, Ji-1 a également retrouvé Yalan pour la menacer. Yalan était tellement terrifiée qu'elle est devenue muette, développant une forme de mutisme. Pendant ce temps, Jion a découvert un coffre-fort caché dans la bibliothèque. Réalisant que cela pouvait également être utilisé comme moyen de pression, elle a menacé Jamin avec. Jamin était à la fois choqué et furieux, car ce coffre-fort contenait des informations compromettantes sur de nombreux politiciens, qui étaient le poumon même de tout le conglomérat. Jion savait que Jamin n'épargnerait jamais Yalan tant qu'elle resterait à l'école. Elle a demandé conseil à sa mère au sujet d'un transfert, mais celle-ci a refusé. Jion a essayé de s'expliquer,
Mais sa mère était déjà absorbée par son travail exigeant. Elle se sentait piégée comme un oiseau en cage, sans aucun endroit où s'enfuir. Après beaucoup d'hésitation, elle a signalé anonymement sa relation avec Jamin au réseau éducatif. En réalité, Jamin était le fils illégitime du ministre de l'Éducation. Sa plainte s'est avérée vaine et lui a plutôt valu un danger mortel. Le lendemain, Jiyeon a informé Jinki qu'elle avait tout réglé, espérant que Yalan pourrait retourner à l'école. Jinki a immédiatement compris qu'elle connaissait le véritable auteur des brimades dont sa fille était victime et l'a pressé de questions sans relâche. Alors que Jiyeon s'apprêtait à révéler la vérité à Jinki, Jamin, qui l'observait, s'est précipité pour l'en empêcher. Voyant cela, Jiyeon s'est retourné et s'est enfui, terrifié. Peu après, Jiyeon a cherché Jiyeon et l'a exhorté à quitter immédiatement l'école, voir la ville. Mais Jiyeon n'avait nulle part où aller et ne supportait pas de voir ceux qui tenaient à elle souffrir davantage. Après avoir brièvement fait ses adieux à Yalan, elle s'est glissée dans la bibliothèque. Jiyeon avait l'intention d'enregistrer ce qui se trouvait dans cette salle. Elle ne savait pas que Jamin l'attendait à l'intérieur. Son sourire amusé a donné des frissons à Jiyeon. Elle s'enfuit de toutes ses forces. Mais Yonkyu avait déjà bloqué sa voie de fuite. Finalement, Jamin la poussa du toit sans hésitation. La vie de Jiyeon s'arrêta à jamais à l'âge de 18 ans. Le lendemain, la police trouva la lettre de suicide de Jiyeon sur les lieux, et Jiyeon fut arrêté. La lettre attribuait le suicide de Jiyeon au harcèlement de Jiyeon. Tout ce scénario avait bien sûr été orchestré par Jamin. À moins d'une surprise, l'affaire serait classée sans suite. Le suicide de Jiyeon étant attribué au harcèlement. Ce que Jamin n'avait pas prévu, c'est que Jiyeon était enceinte de 3 mois. Craignant qu'une enquête plus approfondie ne compromette son avenir, il a délibérément retardé la procédure, invoquant la nécessité d'épargner un traumatisme supplémentaire aux parents de Jiyeon. Il a ensuite immédiatement contacté Yonkyu pour orienter l'opinion publique vers Jiyeon. Comme prévu, l'attention des médias a une fois de plus été détournée. Sur Internet, les spéculations malsaines se sont multipliées. Certains ont même vilipendé Jiyeon, affirmant qu'elle méritait son sort en raison de sa moralité douteuse. Comme Jiyeon était mineur et n'avait pas été directement impliqué dans la mort de Jiyeon, il a finalement été condamné à seulement 80 heures de travaux d'intérêt général, ce qui équivaut à une absence totale de sanctions. Cela a ravivé la colère du public, tout le monde condamnant Jiyeon. La seule personne qui soupçonnait encore un acte criminel dans la mort de Jiyeon était Yalan. Jiyeon fit irruption dans la salle funéraire, affolé, exigeant de savoir si Jamin avait tué Jiyeon. L'expression de Jamin s'assombrit. Son intention meurtrière s'enflamma. Mais Jinki intervint juste à temps pour retenir sa fille. Lorsque Yalan vit sa mère vêtue de son uniforme scolaire et apprit que Jiyeon s'était effectivement suicidé, laissant une lettre d'adieu, son esprit plongea à nouveau dans le chaos. Les médecins attribuèrent cela à des délires de persécution causés par un stress psychologique. Mais Yalan restait parfaitement consciente. Alors que Jamin interrogeait sans relâche Jinki sur leur relation et lui demandait s'il connaissait la cause de la mort de Jiyeon, Yalan était de plus en plus convaincu que Jamin avait assassiné Jiyeon. Incapable de contenir plus longtemps sa fureur, elle accusa directement Jamin de meurtre. Mais le regard froid de Jamin lui rappela rapidement la menace de Jiyeon. Si tu ne veux pas que ta mère meure, tu ferais mieux de garder le silence sur la vérité. Yalan plissa les yeux en confrontant le professeur principal. Pourquoi avez-vous tué Jiyeon? Puis, submergée par l'émotion, elle sortit en trompe de la salle, demandant à tout ce qu'elle croisait, pourquoi avez-vous tué Jiyeon? Voyant cela, Jamin supposa qu'elle avait développé une amnésie et se sentit légèrement soulagée. Quelques jours plus tard, Yalan sortit de l'hôpital après que la famille eut célébré son rétablissement avec un banquet. Jinki insista pour que sa fille change immédiatement d'école, mais elle refusa. Yalan, consumé par son désir de venger Jiyeon, a naturellement refusé de changer d'école. Alors que l'impasse se prolongeait, le professeur principal s'est approché. Voyant sa mère se recroqueviller devant le professeur, Yalan a immédiatement élaboré un plan. Elle a déclaré sur le champ qu'elle retournerait à l'école pour retrouver la mémoire. Jinki a demandé, et si Yalan était à nouveau victime d'intimidation? Le professeur principal les rassura, je la protégerai. Lorsque Yalan retourna à l'école, ceux qui l'avaient auparavant harcelée se pressèrent autour d'elle, tentant de se faire bien voir. Nino s'approcha également pour lui avouer ses sentiments, mais il fut rapidement repoussé. Yalan n'avait aucun intérêt à s'engager avec eux. Son objectif restait de venger Jiyeon. Cependant, lorsqu'elle aperçut Jamin, elle le salua de manière proactive. Pour éviter d'être réduite au silence, elle feignait l'amnésie. Logiquement, Yalan devrait maintenant se trouver dans un état où elle ne reconnaît pas son ancienne meilleure amie. Jamin restait sceptique quant à son amnésie. Il colla donc secrètement des autocollants de Jiyeon sur un côté de la bibliothèque de Yalan, tandis que l'autre côté affichait des photos truquées de Yalan et Jiyeon. La plupart des gens se seraient mis en colère et auraient confronté Jamin. Mais Yalan, habitué au harcèlement, reconnut immédiatement qu'il s'agissait d'un piège. Les harceleurs préfèrent généralement faire étalage de leur pouvoir en public pour intimider leurs camarades de classe. Ils ne s'abaisseraient pas à utiliser des tactiques aussi mesquines et dépassées. Néanmoins, Yalan feignit l'indignation et exigea de savoir qui était responsable. Nino, qui était témoin de la scène, demanda également qui était le coupable. Les brutes niaient précipitamment toute implication, clairement intimidés par la mère de Yalan. Comme personne n'admettait sa culpabilité, Yalan rejeta la faute sur Nino. Après tout, ce garçon avait le béguin pour elle, ce qui faciliterait les explications par la suite. Jinki, croyant que Nino intimidait à nouveau sa fille, l'a traîné sur le balcon et lui a donné une bonne correction. En tant que fils du président de l'école, Nino n'avait jamais été touché à l'école. C'était la première fois qu'il était battu, et par une femme qui plus est. Nino voulait naturellement sauver la face.
mais il a fini par être battu encore plus fort. Yalan a finalement réussi à retenir sa mère. Mais Minho, assis par terre, s'est mis à jurer. Heureusement, le professeur principal est arrivé juste à temps pour sauver la vie de Minho. Voyant sa fille à nouveau victime d'intimidation, Jinki l'a exhorté à changer immédiatement d'école. Yalan, déterminé à venger Jion, a naturellement refusé de partir. Alors que les deux femmes se trouvaient dans une impasse, le mari de Jion est arrivé. Jinki a immédiatement paniqué. Elle était venue à l'école à l'insu de sa famille. Si cela venait à être découvert, ce serait non seulement gênant, mais aussi profondément embarrassant. Son comportement étrange a également intrigué son mari. Yalan a inventé une excuse peu convaincante pour couvrir sa mère. Le père de Yalan avait été envoyé par le président pour superviser la construction du nouveau bâtiment scolaire. Le président qui l'avait promu n'était autre que Yonkyu, l'homme même qui avait violé Jinki 17 ans auparavant. À ce stade, Yonkyu ignorait encore son lien avec Jinki. En apprenant leur relation par sa fille, Jinki a été saisie d'un sentiment d'appréhension. Elle ne pouvait tout simplement pas imaginer que son mari ait eu la capacité d'obtenir une telle promotion. Le cerveau derrière tout cela était Jamin. Jamin avait l'intention d'utiliser le père de Yalan pour surveiller sa fille en permanence. Une autre raison, plus importante, restait pour l'instant inconnue. Pour provoquer Yalan, Jamin avait anonymement lancé des rumeurs dans le groupe de discussion de la classe, affirmant qu'il avait une liaison avec Jion. Minho, ému par la situation, avait utilisé son autorité pour exclure Jinki et sa fille du groupe de discussion. Yalan n'avait jamais vu ces messages. Mais Jinki, oui, cela a piqué la curiosité de Jinki, qui avait toujours considéré Jamin comme un enseignant modèle. Si l'on ajoute à cela le fait que son mari avait mentionné l'inquiétude de Jamin pour le bien-être de sa fille, se pourrait-il que cet enseignant Jamin ait développé des sentiments pour sa Yalan? Pendant ce temps, Jamin préparait son test final, le secret de la salle forte de la bibliothèque qui le préoccupait le plus. Jion avait été réduite au silence précisément à cause de cette salle forte secrète. Et Yalan n'en savait vraiment rien. Ce n'est qu'alors que Jamin s'est senti rassuré. De manière inattendue, en parcourant distraitement les rayons, Yalan tomba sur les bijoux de Jion. Ce bijou était un gage de son amitié avec Jion. Jion ne l'aurait pas laissé là sans raison. Combiné à l'enquête de Jamin, y avait-il quelque chose qui clochait dans la bibliothèque? Mais comme il y avait beaucoup de monde pendant la journée, Yalan se cacha secrètement sous une table de la bibliothèque. Une fois tous les élèves partis, elle commença à fouiller rangée par rangée, mais ne trouva rien. À ce moment-là, Jamin est arrivé dans la salle secrète où étaient conservés les documents. Yalan a essayé de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais elle a accidentellement fait du bruit, attirant l'attention d'une autre femme, alors que la femme était sur le point de la repérer. Jinki, inquiet pour sa fille, est également arrivé à la bibliothèque. Les deux femmes se sont figées sur place, car cette femme était la meilleure amie qui avait accusé Jinki de meurtre 17 ans auparavant, l'envoyant en prison. Jamin, attiré par l'agitation, s'est approché pas à pas, alors que la situation menaçait de dégénérer. Le tuteur de service arriva juste à temps. Il confronta Jamin, lui demandant ce qu'elle faisait là si tard. L'arrivée du tuteur évita à Jinki et à sa fille une nouvelle confrontation, avec la réapparition successive de ses anciennes connaissances. Jinki comprit enfin que quelque chose n'allait vraiment pas chez Jamin. Elle dit à sa fille de se concentrer sur ses études, lui promettant qu'elle découvrirait la vérité. L'ancienne lycéenne de 40 ans avait entendu dire que Jamin avait l'habitude de tromper les élèves sur le plan émotionnel. Elle s'est délibérément rendue au domicile du professeur pour des cours particuliers tard dans la nuit. Jinki a ouvertement exprimé son admiration afin de mettre le professeur en confiance. Puis, elle a, accidentellement, renversé du café sur elle-même, feignant l'innocence. Pendant que Jamin allait chercher des vêtements de rechange, Jinki a secrètement fait signe à ses complices de distraire le professeur. Cela lui permettrait de rassembler des preuves de la tromperie de Jamin. Contre toute attente, le professeur principal a appelé, exigeant que Jinki, qui avait fait l'école buissonnière, retourne immédiatement à l'école. Jinki a menti, prétendant qu'elle avait un cancer et qu'elle était hospitalisée. À ce moment-là, Jamin lui a tendu des vêtements en disant « Mes vêtements sont trop grands pour toi. Ça ne te dérange pas de les porter pour l'instant, n'est-ce pas ?» En entendant ces paroles prédatrices, le professeur principal n'a pas eu le temps de se demander si Jinki mentait. Elle s'est précipitée pour enquêter sur l'adresse de Jamin. À peine Jinki s'était-elle changée que Jamin la pressa de rentrer chez elle. Il lui fit la leçon sur le maintien des convenances, insistant sur le fait que même une profonde affection pour un professeur exigeait des limites. « Tu ne peux pas continuer comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. » Honteuse de ses propres investigations, Jinki était sur le point d'annuler le plan de ce soir lorsque ses hommes de main, comme prévu, détruisirent la voiture de Jamin, l'attirant en bas. Jinki n'avait d'autre choix que de poursuivre le plan. Pourtant, après avoir fouillé toute la pièce, elle ne trouva rien d'inhabituel. Elle était de plus en plus convaincue qu'il ne s'agissait que de rumeurs. Comment un professeur aussi respectable pouvait-il faire une chose pareille? C'est alors que Jinki aperçut un colis non ouvert près du lit. L'expéditeur était Jion. Jinki ouvrit délicatement l'emballage. À l'intérieur se trouvait une lettre et un test de grossesse. Jion avouait qu'elle était enceinte et suppliait Jamin de cesser de la tourmenter. Ce revirement soudain la laissa complètement abasourdie. Avant qu'elle n'ait pu se remettre de sa surprise, Jamin s'était déjà débarrassé de ses hommes de main et ouvrait la porte. À ce moment-là, le directeur, inquiet pour la sécurité de Jinki, se précipita vers elle. Cela permit à Jinki de s'échapper sans encombre. Plus tard, Jinki apprit plus de détails de la bouche de sa fille. Le soir même, elle transmit l'information à la mère de Jion. La mère de Jion, cependant,
considérait la grossesse de sa fille comme une honte. Craignant que la révélation de cette information ne jette le discrédit sur la famille, elle refusa d'aller plus loin dans cette affaire. Jinky n'avait pas l'intention de laisser tomber, non seulement en raison de son sens de la justice, mais aussi parce que sa propre fille avait été victime d'intimidation de la part de ce tyran de l'école, au point de la pousser au bord du suicide alors qu'elle protégeait Jion. Pour s'assurer que Jamin soit puni, elle devait d'abord récupérer ce colis. Avec l'aide de plusieurs associés, Jinky s'introduisit une nouvelle fois dans la résidence de Jamin. Mais après avoir fouillé chaque recoin, elle ne trouva aucune trace du colis. Pire encore, Jamin était rentré plus tôt que prévu, refusant d'admettre sa défaite. Jinky décida de fouiller la seule poubelle qui n'avait pas été touchée. Voyant qu'elle tardait, ses associés s'occupèrent à gagner du temps. Sa persévérance finit par payer, Jinky découvrit enfin le bon de livraison dans la poubelle. Mais il ne contenait rien. Avant qu'elle n'ait pu l'examiner plus en détail, les lumières s'allumèrent soudainement. Alors que Jinky pensait être fichue, la personne qui entra s'avéra être sa meilleure amie. Cette amie avait une dette importante envers Jinky. Avec son aide, Jinky réussit à s'échapper indemne. Mais il était désormais impossible de trouver des preuves des crimes de Jamin. Jinky avait l'intention de revenir avec ses hommes, mais ceux-ci lui demandèrent d'attendre. À l'aube, plusieurs hommes revinrent triomphalement au parking avec les preuves incriminantes. Il s'avéra qu'ils avaient bravé la puanteur pour fouiller toutes les poubelles de l'immeuble afin d'aider Jinky. Submergée par l'émotion, Jinky embrassa la jeune fille potelée avant de rentrer chez elle pour enfiler ses plus beaux habits. Prête à dénoncer Jamin, sa belle-mère, la voyant si élégamment vêtue et ayant passé la nuit dehors, supposa à tort qu'elle avait pris un amant. Elle refusa catégoriquement de laisser Jinky quitter la maison. Au milieu de la dispute, un test de grossesse tomba du sac de Jinky, fixant les deux lignes. Sa belle-mère se figea, le regard vide. Jinky remit toutes les preuves incriminantes au ministère de l'Éducation. Face à des preuves irréfutables, Jamin fut emmené pour être interrogé le jour même. À moins d'une surprise, il se retrouverait bientôt derrière les barreaux, le principal responsable du calvaire de sa fille étant désormais traduit en justice. Jinky ne voyait plus l'intérêt de continuer à se faire passer pour une étudiante. Le lendemain, elle se prépara à quitter l'école, suivie de près par sa belle-mère, en regardant Jinky changer discrètement d'uniforme scolaire dans une ruelle étroite. Des images étranges envahirent à nouveau l'esprit de la belle-mère. Sa belle-fille était-elle impliquée dans des activités illicites? Mais après l'avoir suivie pendant un certain temps, elle découvrit que Jinky s'était en fait rendue au lycée de sa petite fille. La belle-mère ne put contenir plus longtemps sa curiosité et décida de demander des explications. Alors que Jinky cherchait un endroit calme pour s'expliquer, plusieurs brutes prirent la situation pour une agression contre leur chef. Comme une bagarre semblait imminente, Jinky s'empressa d'éloigner les jeunes filles. Après avoir enfin expliqué toute la situation à sa belle-mère, elle se prépara à retourner à l'école pour se désinscrire. Mais elle tomba sur Jamin. Non seulement il n'avait subi aucune sanction et était retourné à l'école, mais il avait été promu directeur, ce qui était tout à fait déraisonnable. Jinky se précipita au ministère de l'Éducation pour déposer une nouvelle plainte. Mais les fonctionnaires affirmèrent n'avoir reçu aucun rapport de ce type. Elle demanda à voir les images de vidéosurveillance, mais il n'y avait aucune trace de leur visite. Jinky réalisa que le pouvoir de Jamin dépassait peut-être ses imaginations les plus folles. Si Yalan connaissait le secret de Jamin, ne serait-elle pas en grand danger? Jinky se précipita à l'école et fut soulagée de trouver sa fille indemne. Yalan a coupé court au bavardage incessant de sa mère, en déclarant qu'elle allait tout oublier et se concentrer sur ses études. Le comportement de Yalan ne pouvait que signifier qu'elle avait été menacée par Jamin. Jinky ne pouvait pas retirer sa fille de l'école maintenant. Elle a d'abord demandé à ses collaborateurs d'installer secrètement des caméras dans la résidence du président, afin de découvrir la véritable nature de sa relation avec Jamin. Pourquoi aurait-il promu Jamin au poste de directeur après que le scandale ait éclaté? Ensuite, Jinky a soudoyé sa belle-mère pour qu'elle prolonge son délai de retrait. Ce jour-là, Jian est retourné à l'école comme d'habitude. Les élèves n'osaient pas s'exprimer, à l'exception du vieux Jinky qui ne le craignait pas. Jinky cherchait à obtenir justice pour la défunte Jion. Leur confrontation a rapidement attiré l'attention de Minho. 2 jours auparavant, il avait été battu par Jinky, son orgueil complètement anéanti. Maintenant que le plus redoutable des hommes de main était de retour, Minho cherchait naturellement à affirmer son autorité. Tout d'abord, il se moqua publiquement de la défunte Jion. Puis il ordonna à Jian de punir Jinky en son nom. Jian protesta en disant qu'il était encore en période d'essai et qu'il ne pouvait pas se battre. Minho, s'appuyant sur son statut de fils unique du président, déclara sans détour que si Jinky n'était pas battu aujourd'hui, Jian serait expulsé. Cela ruinerait définitivement l'avenir de Jian. Il a retiré son uniforme et a frappé Minho en plein visage. Les partisans des deux camps se sont immédiatement joints à la bagarre. Jinky s'est précipité pour les séparer, renversant d'abord Minho d'un coup de poing, puis faisant de même avec Jian. Finalement, tous les trois ont été emmenés dans le bureau du directeur pour se faire réprimander. Voyant le jeune maître battu, le directeur, sans déterminer qui était en tort, leur a ordonné de faire venir leurs parents le lendemain. Jinky s'était déguisé en élève pour venger sa fille. Sa mère était également incarnée par un subordonné. Elle avait demandé à son subordonné de ne rien dévoiler. En rentrant chez elle, Jinky a rencontré le professeur principal qui effectuait une visite à domicile. Il s'est avéré que sa fille, voyant qu'elle causait constamment des problèmes à l'école, avait délibérément invité le professeur à la maison. Le professeur était curieux de savoir pourquoi Jinky était là. Jinky a menti, prétendant être la meilleure amie de sa fille, et a fait sortir le professeur. De manière inattendue,
Elle rencontra sa belle-mère au moment où elle sortit. Heureusement, Jinky avait changé de nom. Elle prétendit à tort que la belle-mère était une vieille femme dérangée qui avait perdu sa fille. Pour dissiper complètement les soupçons de l'enseignante, Jinky ajouta que la mère de Yalan était également malade mentale. L'enseignante se souvint du comportement inhabituel de Yalan ce jour-là. Yalan souffrait-elle également d'un trouble mental? Ainsi, grâce au tissu de mensonges de Jinky, toute sa famille devint des patients. Le lendemain, Jinky a de nouveau interrogé Ji-in pour savoir s'il avait quelque chose à voir avec la mort de cette fille. Elle a attrapé la main de Ji-in et lui a demandé qui avait tué la fille. N'ayant jamais tenu la main d'une fille auparavant, le cœur de Ji-in s'est mis à battre la chamade. Comment pouvait-il répondre à la question de Jinky? Peu après, le frère aîné de Ji-in est venu voir comment il allait. Terrifié, Jinky s'est précipité et s'est caché sous le bureau, car cet homme était Yong-kyu, le salaud qui l'avait violé 17 ans auparavant. Yong-kyu entra et réprimanda immédiatement Ji-in, l'avertissant de ne pas causer de problème. S'il mettait le grand patron en colère, le sort de la fille serait le sien. Jinky soupçonnait déjà que la mort de la fille était suspecte, et les paroles de Yong-kyu ne firent que confirmer ses soupçons. Pendant ce temps, la fausse mère de Jinky arriva également à l'école pour la réunion parents-professeurs. Le style flamboyant de Sora a immédiatement séduit plusieurs filles rebelles. Le directeur était ravi, c'était l'homme qui lui avait donné un pot de vin de 2 millions de wons. Il a promis qu'avec un peu plus d'argent, il retirerait la mesure disciplinaire prise à l'encontre de Jinky. Sora a souri, a ébouriffé les cheveux du directeur et lui a mis une casquette sur la tête. Puis, levant un poing aussi gros qu'un petit pain cuit à la vapeur, il l'a frappé violemment. Le directeur a été battu au point d'être presque incapable de bouger. Quelques jours plus tard, le président se rendit à l'école pour une inspection. Sa principale préoccupation était de découvrir qui avait frappé son fils. Le directeur rapporta immédiatement l'incident au président. Ce dernier regarda le frêle Jinky avec une incrédulité totale. Le professeur principal, rayonnant d'indignation vertueuse, demanda avec insistance pourquoi le président n'avait pas assisté à la réunion disciplinaire de l'école quelques jours auparavant. Le jour même, le président convoqua une assemblée disciplinaire réunissant toute l'école. Il parla longuement pendant 2 heures, condamnant avec véhémence le problème de la violence à l'école. Plusieurs filles choyées ont failli s'évanouir sur place. Jinky, bouillant de rage, a délibérément lancé un ballon de volley sur le président pendant le cours d'éducation physique. Le président, ne voulant pas perdre son sang-froid en public, a laissé le directeur décider de la suite à donner à cette affaire. Fort du soutien de son père, Nino est devenu encore plus effronté, s'en prenant constamment à Jinky et à sa fille sans raison. Pour éviter que sa fille ne soit ostracisée, Jinky n'avait d'autre choix que de réprimer temporairement sa rage. À l'approche des examens de mi-semestre, les élèves sont devenus tendus. Nino, cependant, a annoncé avec désinvolture qu'il avait 5 places garanties. Il en a offert une à Yalan si elle le suppliait. L'élève la mieux classée a refusé un acte aussi méprisable. Mais ses camarades de classe voyaient les choses différemment. Le garçon à lunettes, classé 3e avant-dernier, apporta immédiatement une miche de pain pour s'attirer les faveurs de Nino. Nino ne pouvait pas se donner la peine de s'occuper d'un pain de si mauvaise qualité et humilia le garçon sans ménagement. Jinky ne pouvait plus rester les bras croisés et réprimanda Nino pour son manque de manières. Nino rétorqua, « Tu empestes le kimchi. Tu travailles à la cafétéria ?» De manière inattendue, le mari de Jinky arriva pour récupérer sa fille. Jinky, terrifiée, se laissa tomber par terre et rampait jusqu'à sa place. Ji-in était curieuse de savoir ce qu'elle faisait. Jinky expliqua rapidement, « Ton lacet est défait. » Le visage de Ji-in devint rouge comme une tomate. Bientôt, ce fut la veille des examens de mi-semestre. Yalan avait des saignements de nez à force d'étudier trop dur, ce qui peinait profondément Jinky. À ce moment-là, ils découvrirent par hasard Nino en train de distribuer les copies d'examen à plusieurs camarades de classe. Avant que Nino n'ait pu réagir, plusieurs élèves se précipitèrent pour s'emparer des copies. Dans la confusion, ils coincèrent accidentellement Jinky sous un meuble. Heureusement, Jinky réussit à déchirer la moitié des copies et signala l'incident au professeur principal. Celui-ci promit de reporter l'examen et d'identifier le responsable de la fuite. Mais le lendemain, l'examen eut lieu comme prévu. Yalan regarda sa mère avec perplexité. Jinky sortit précipitamment de la salle de classe pour aller immédiatement confronter le professeur principal. La personne qui avait autorisé la tenue de l'examen n'était autre que le directeur. Non seulement le directeur a nié la fuite, mais il a également utilisé les images de vidéosurveillance montrant Jinky s'approchant du professeur principal la veille au soir pour le piéger. Jinky a demandé aux élèves présents ce jour-là de témoigner en sa faveur. Cependant, en échange du maintien de leurs bonnes notes, plusieurs élèves ont faussement accusé Jinky d'avoir divulgué les questions de l'examen. Nino a raillé le fait que les résultats scolaires de Yalan n'étaient pas à la hauteur de la richesse de sa famille. Peu après, une agitation a éclaté dans le bureau du directeur. Il s'est avéré que la mère de Jacques avait épuisé ses économies pour soudoyer le directeur. Elle avait sollicité les faveurs du directeur afin que son fils bénéficie d'un traitement préférentiel lors des examens de mi-semestre. Mais après avoir accepté le pot de vin, le directeur n'avait pas tenu ses promesses. La femme exigeait qu'il lui rende l'argent. Le directeur, cependant, niait avoir jamais reçu cet argent. Jinky n'aurait jamais imaginé que la meilleure école du pays puisse être aussi corrompue. En retournant à la classe, l'air abattu, elle vit plusieurs élèves intimider Jacques. Ils accusaient la mère de Jacques d'avoir acheté les sujets d'examen avec de l'argent, piétinant ainsi les résultats de ceux qui avaient étudié avec assiduité. Jacques pleurait, disant que toute l'école savait que Nino avait triché. Alors pourquoi était-ce lui qui était blâmé? Yalan confia également à sa mère son sentiment d'injustice face au monde. Peu importe à quel point tu étudies,
Tu ne recevras pas une évaluation équitable. Ce monde est trop injuste, trop corrompu. Jinki regardait sa fille, qui maigrissait de jour en jour à cause de ses études, et se souvint soudainement du ministre de l'Éducation à l'air bienveillant qu'elle avait vu à la télévision peu de temps auparavant. Son mari avait mentionné que le ministre Min avait mené une vie irréprochable, sans aucune tâche, et qu'il était désormais candidat à la présidence. Cette nuit-là, Jinki rédigea une longue lettre détaillant le harcèlement qui avait poussé une écolière au suicide, ainsi que les diverses pratiques corrompues au sein de l'établissement. Le ministre Min lut sa lettre avec beaucoup de sérieux, promettant de donner suite à l'affaire et de blanchir le nom des élèves. Mais quelques instants plus tard, il fit irruption dans la résidence du président. Furieux, dois-je m'occuper personnellement de ces questions insignifiantes? Il s'agit d'une lettre d'accusation d'un élève. Vous devez vous en occuper immédiatement. Le très estimé ministre Min est un hypocrite. Jinki était au bord des larmes tant elle était furieuse. Heureusement, elle avait soumis le rapport de manière anonyme. Avec l'influence du ministre Min, l'écraser serait aussi facile que d'écraser une fourmi. Peu après, Jinki découvrit que Jamin, le responsable de la mort de l'élève, apparaissait également sur les images de vidéosurveillance. Et le directeur s'inclinait et lui faisait des courbettes. Pourquoi ce professeur mineur exerce-t-il un pouvoir aussi immense? Se pourrait-il qu'il ait des liens peu recommandables avec le ministre Min? Jinki a demandé de toute urgence à ses subordonnés d'enquêter de manière approfondie sur ce ministre Min. Pourtant, après un examen minutieux, ils n'ont trouvé aucune faille chez le ministre Min. L'absence de problème était le plus grand problème. Comment devait-il procéder? Soudain, Jinki s'est souvenu du mari entrepreneur qu'elle avait accidentellement rencontré à l'école. Et de Yongkyu. Elle pensait que cette affaire était liée au bâtiment d'enseignement de l'école. Ayant surpris la conversation entre Yongkyu et mon mari, il ne faisait que suivre les ordres venus d'en haut. Pendant ce temps, après avoir lu la lettre de dénonciation, Jamin crut à tort que Yalan était responsable. Il ordonna au desperado Yongkyu de faire taire Yalan par tous les moyens nécessaires. Si la vérité sur la mort de cette fille était révélée, Yongkyu risquait la prison avec lui. Cette nuit-là, Yongkyu traîna Yalan dans un entrepôt abandonné. Bien que Yalan ne comprenait pas ce qui se passait, elle devina que son enlèvement était lié à Jamin. Elle supplia Yongkyu d'épargner sa mère. Plus tôt, les hommes de Jamin l'avaient averti que si elle continuait à enquêter sur la mort de la jeune fille, quelqu'un tuerait Jinki. À ce moment-là, Jinki reçut un message de ces hommes et se précipita vers l'entrepôt abandonné. Yongkyu se figea en la voyant. 17 ans plus tôt, pour forcer Jinki à rompre avec son jeune frère, il l'avait battu et violé. Yongkyu avait également accidentellement poignardé à mort le jeune frère qui était intervenu pour mettre fin à la bagarre. Par la suite, il avait manipulé l'ami de Jinki pour faire accuser Jinki du meurtre de son frère. Mineur à l'époque, Jinki n'avait purgé que 2 ans de prison. Yongkyu n'avait jamais pardonné la clémence de cette peine. Il exigea de savoir pourquoi Jinki était venu ici. Jinki répondit « Je suis la mère de Yalan ». Yongkyu fixa Yalan du regard, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Il demanda avec insistance à Jinki si Yalan était son enfant. Jinki déclara qu'il n'avait aucun lien avec lui, ajoutant que les crimes commis par Yongkyu tout au long de sa vie constituaient une trahison envers son frère décédé. Furieux et humilié, Yongkyu se jeta sur Jinki. Jinki brandit un couteau pour dissuader Yongkyu, mais Yongkyu, complètement déchaîné, s'empara de la lame et se jeta sur lui pour le poignarder. Heureusement, le professeur principal arriva juste à temps et protégea Jinki du couteau au dernier moment. Ce n'est qu'alors que Yongkyu reprit ses esprits et quitta l'entrepôt. Encore étourdi, le couteau n'avait pas touché les parties vitales du professeur principal. Après avoir simplement pansé ses blessures, le professeur principal se remit rapidement. Le lendemain, Yongkyu retourna à l'école pour travailler et rencontra à nouveau Yalan. Une certitude inexplicable s'empara de lui, c'était sa fille. Yalan nourrissait elle aussi le même soupçon. Pour vérifier son intuition, Yongkyu chercha à obtenir des informations auprès du père de Yalan. Apprenant que Jinki l'avait épousé en amenant sa fille avec lui, Yongkyu déclara immédiatement son intention d'envoyer Jinki et Yalan à l'étranger. Il congédia ensuite son subordonné perplexe sans autre commentaire. Pendant ce temps, les associés de Jinki ont enfin découvert une piste. Il s'est avéré que le nouveau bâtiment scolaire était financé par le ministère de l'Éducation, sous la supervision du chef Lee, un subordonné du ministre Min. Ce chef Lee était également conseiller auprès de l'école. Il était clair que quelque chose clochait. Ce soir-là, son mari a raconté à Jinki les événements de la journée, confirmant ainsi ses soupçons. Les investigations ont révélé que le chef Lee avait un penchant particulier pour les jeunes femmes. Jinki s'est donc déguisée en chanteuse et s'est fait remarquer par le chef Lee. Le chef Lee était visiblement troublé. Avant même que Jinki ait fini de chanter, il l'emmena dans une pièce privée. Après quelques mots, le chef Lee informa indirectement Jinki que le ministre Min avait un enfant illégitime hors de son mariage. Il lui fit alors des avances. Heureusement, Sora arriva juste à temps. Bien que le chef Lee n'ait pas nommé l'enfant illégitime du ministre Min, Jinki en déduisit qu'il s'agissait probablement de Jamin. Le lendemain, Sora se fit passer pour une admiratrice du ministre Min et lui saisit avec enthousiasme une poignée de cheveux. 2 autres hommes de main déguisés en membres du personnel obtinrent également des cheveux de Jamin. Le ministre Min, candidat à la présidence respecté en apparence, était en réalité un homme politique qui méprisait la vie humaine. Pour remporter les élections, il détourna 30 milliards de wons destinés à la construction d'un bâtiment d'enseignement dans une université prestigieuse. Le ministre Min a également versé un pot de vin de 10 milliards de wons au directeur de l'établissement afin qu'il attribue le contrat de construction à son fils illégitime. En raison d'un financement insuffisant, le nouveau bâtiment a été construit avec des matériaux de très mauvaise qualité. À cela s'ajoutait une gestion incompétente
et le site était truffé de dangers. Si 3 étudiantes qui fouillaient les poubelles n'étaient pas tombées accidentellement dans une fosse profonde sur la nouvelle aire de jeu, ces dangers seraient restés inconnus. En apprenant la nouvelle, Jamin s'est précipité à l'hôpital. Il s'est contenté de promettre verbalement d'assurer l'admission à l'université des filles blessées, ce qui a temporairement apaisé la colère de 2 de leurs mères. Jinki a refusé d'accepter cet arrangement. Outre les blessures de sa fille, ce bâtiment représentait une menace pour la vie de centaines d'élèves et de membres du personnel. Par coïncidence, son mari était le chef de chantier. D'après le ton évasif de son mari, Jinki a déduit que le nouveau bâtiment recelait plus qu'un seul danger caché. Cette nuit-là, elle et le professeur principal se sont infiltrés secrètement sur le chantier. Les murs étaient criblés de fissures, ce qui les a remplis de choc et de fureur. Avant qu'ils aient pu finir de photographier les dégâts, ils ont aperçu quelqu'un qui se faufilait sur le chantier pour voler des matériaux de construction. Le voleur s'est avéré être le fournisseur de matériaux de construction du site. Il s'est avéré qu'il avait payé une somme considérable pour obtenir le contrat. Pourtant, non seulement l'école n'avait pas payé à temps, mais elle avait également réduit le budget des matériaux à un montant ridiculement bas. S'il ne récupérait pas les matériaux, son entreprise ne ferait pas que perdre de l'argent. Elle ferait faillite. L'homme a déclaré sans détour que le bâtiment s'effondrerait tôt ou tard. Construire un tel bâtiment n'équivalait-il pas à mettre les enfants en danger? Jinki a décidé de rallier les autres parents pour faire arrêter la construction. La tutrice a contacté plusieurs mères aisées pour leur expliquer la situation. Pendant ce temps, Jinki s'est rendu au bain public pour parler aux parents de familles moins aisées, organisant une réunion à l'école le lendemain afin d'exiger des réponses. Mais le couple a attendu jusqu'à l'heure prévue, et aucun parent ne s'est présenté. Alors que la construction était sur le point de reprendre, Jinki a désespérément tenté d'empêcher le contremaître de voler des matériaux. Au lieu de cela, elle a été poussée à terre et a failli être battue. Heureusement, le professeur principal s'est emparé des clés et a risqué sa vie pour arrêter les travaux. Cela a grandement alarmé Jamin. Il a ordonné à ses hommes d'appeler la police tout en demandant aux ouvriers d'emmener le professeur principal. À ce moment-là, les associés de Jinki sont arrivés sur les lieux avec les parents. Il s'est avéré que de nombreux parents avaient trop peur d'offenser l'école pour se présenter. Les hommes de Jinki ont dû persuader chacun d'entre eux personnellement. D'où le retard. Face aux parents en colère et aux preuves irréfutables, Jamin est resté parfaitement imperturbable. Il a déclaré qu'il allait mandater un comité d'inspection externe des travaux. Si les conclusions révélaient des problèmes, il arrêterait les travaux. Il a ensuite ordonné à son homme de main Young-kyu d'enquêter immédiatement sur les antécédents de Jinki, le meneur, et de se débarrasser de Yalan, la seule élève refusant la médiation et qui était également au courant de son meurtre. L'expression de Young-kyu était complexe, car Yalan était sa propre fille biologique. Jamin n'en avait absolument pas conscience. Il allait plus tard payer cher cet ordre. Yalan, blessée après être tombée dans une fosse, était hospitalisée, inconsciente des événements qui se déroulaient à l'école. Apprenant que sa déesse était blessée, Mino se rendit secrètement à l'hôpital. Là, il découvrit par inadvertance la relation mère-fille entre Jinki et Yalan. Il surprit également Jinki en train d'enquêter sur les preuves de corruption de son père, avec l'intention de l'envoyer en prison. Mino, consumé par la rage, rompit immédiatement avec Yalan et se prépara à rentrer chez lui pour informer son père de la vérité. Réalisant la gravité de la situation, Yalan se précipita à sa poursuite. Lorsque Jinki arriva après avoir appris la nouvelle, il fut témoin de la conversation entre Yalan et Mino. Ayant été élevé seul par son père, Mino ressentit une profonde empathie. Il se pencha immédiatement pour offrir à Yalan un baiser réconfortant. Jinki paniqua et se précipita pour l'arrêter. La mère et la fille arrivèrent de justesse dans le hall avant d'apercevoir le père de Mino récupérer des contrats de construction dans un coffre-fort secret. Il ordonna à sa secrétaire de remplacer le chef de projet par Jamin. Jinki comprit instantanément le fossé idéologique qui séparait le père de Mino et Jamin. Le lendemain, Jinki découvrit que la construction avait repris à l'école. Il s'est avéré que Jamin avait fait appel à l'assistant de confiance de son père, le chef Lee, pour inspecter les travaux. Le chef Lee a déclaré que le bâtiment scolaire était en parfait état et que la construction pouvait se poursuivre. Occupant un poste élevé au sein du bureau de l'éducation, et personne ne sachant que Jamin était le fils illégitime du futur président, tout le monde a accepté ce verdict sans poser de questions. Pourtant, l'expression du puissant chef Lee a radicalement changé lorsqu'il a vu Jinki, car l'étudiant qui se tenait devant lui n'était autre que le chanteur avec lequel il avait bu un verre quelques jours auparavant. Jinki savait exactement ce qui l'effrayait. Utilisant l'incident de son agression sur un mineur comme levier, elle a finalement appris la vérité. Le bâtiment scolaire était utilisé pour financer la campagne du futur président. Maintenant au courant de la vérité, le groupe était désemparé, ne sachant pas comment faire face au futur président dont le pouvoir semblait atteindre les cieux. Jinki, cependant, sentait vivement que quelque chose n'allait pas. Ce bâtiment scolaire s'effondrerait inévitablement, et la partie responsable serait sûrement condamnée à une peine de prison. Si l'on ajoute à cela le fait que le père de Mino avait remplacé le responsable par Jamin, il n'aurait jamais osé le faire sans l'accord du futur président. Y avait-il un fossé entre le père et le fils? Jinki décida de mettre en place un plan pour semer la discorde. Le lendemain, ils distribuèrent des tracts sur le lieu où le ministre Min faisait campagne pour obtenir des votes. Les tracts promettaient une soupe d'os de bœuf gratuite pour chaque vote exprimé. Les personnes présentes trouvèrent cela amusant. Mais l'expression du ministre Min changea radicalement lorsqu'il les vit. En effet,
La mère de Jamin tenait un restaurant de soupe aux os de bœuf. Si ses rivaux menaient une enquête approfondie, ils découvriraient inévitablement l'existence de son enfant illégitime. Ses aspirations présidentielles seraient alors compromises. Le ministre Mine convoqua immédiatement le père de Minot et le fils illégitime pour leur demander qui cherchait à le discréditer. Seuls eux trois étaient au courant de cette affaire. Jamin et le père de Minot nièrent naturellement toute implication. Mais intérieurement, chacun soupçonnait l'autre d'avoir comploté. Tous deux avaient des arrière-pensées lorsqu'ils s'accusèrent mutuellement. Le père de Minot déclara qu'une autre personne était au courant de l'affaire, sa propre secrétaire. Cette secrétaire était justement la maîtresse de Jamin. Alors que Jamin hésitait à sauver sa maîtresse, la nouvelle commença à circuler qu'il avait poussé une étudiante du haut d'un immeuble. Jinky avait auparavant supposé que le ministre Mine avait couvert cet incident pour Jamin par loyauté familiale. Mais à présent, il semblait que Jamin avait un moyen de pression sur son père. Pendant ce temps, la secrétaire, qui avait été battue par le père de Minot, chercha à joindre Jinky. Elle proposa à Jinky de l'aider à faire tomber le ministre Mine et le futur président, mettant ainsi un terme au projet de construction de l'école. Elle lui remit ensuite un enregistrement susceptible de détruire le ministre Mine. Celui-ci contenait la supplique de la mère de Jamin, atteinte d'un cancer en phase terminale et à qui il ne restait qu'un mois à vivre, implorant son mari de prendre soin de leur fils. Le ministre Mine refusa de reconnaître qu'il avait un fils illégitime et menaça la mère de Jamin, lui interdisant de révéler la vérité. « Si tu oses en parler, je t'enverrai toi et ton fils dans la tombe. » À son insu, la mère de Jamin avait secrètement enregistré ces paroles et confié la cassette à son fils avant de mourir. Elle lui avait demandé de confronter son père avec l'enregistrement s'il venait à rencontrer des difficultés. Jinky ne s'est pas interrogé sur la manière dont sa confidente avait obtenu l'enregistrement, mais l'a joyeusement invité chez lui. Il lui a exprimé sa gratitude pour avoir protégé l'avenir de sa fille et lui a avoué en sa présence qu'il s'était fait passer pour un élève afin de la protéger à l'école. À la grande joie de Jinky, le lendemain, Jamin révéla publiquement qu'il était le fils illégitime du ministre Mine, et invita une foule de journalistes à une conférence de presse à l'école. Saisissant l'occasion, Jinky se prépara à diffuser l'enregistrement devant la foule rassemblée. Mais Xeyoun intervint, insistant pour s'en occuper elle-même. Elle affirma que les actions de Jamin visaient à forcer le ministre Mine à se dévoiler, et que diffuser l'enregistrement une fois le ministre arrivé serait bien plus efficace. Comme Xeyoun l'avait prédit, le ministre Mine se précipita à la conférence de presse et reconnut publiquement Jamin comme son fils illégitime. Il affirma que s'il avait caché la vérité, c'était pour que son fils puisse grandir sans souci et en bonne santé. Les larmes aux yeux, Jamin pardonna à son père de l'avoir négligé pendant des années. Les journalistes présents furent profondément émus par leur lien familial. Si Jinky n'avait pas entendu l'enregistrement, elle aussi aurait pu être trompée. Cette hypocrisie l'a mis dans une rage folle. Bravant la foule, Jinky a révélé le passé sordide du ministre Mine. Elle a promis à la presse que si un seul mot s'avérait faux, elle se retirerait immédiatement de l'université. Jinky a ensuite demandé à Xeyoun de diffuser l'enregistrement, mais à la place, la diffusion a montré l'enregistrement de la veille au soir, dans lequel elle affirmait s'être déguisée en étudiante pour protéger sa fille. Tous les journalistes sont restés figés sous le choc. Jinky est restée clouée sur place, complètement déconcertée. Ce n'est qu'en voyant les cernes sous les yeux de sa meilleure amie qu'elle a réalisé qu'elle avait été trahie une fois de plus. Il s'est avéré que tout ce complot avait été orchestré par Jamin et Xeyoun. Cet enregistrement avait été réalisé en secret par son ami la nuit précédente. Jamin avait fait cela pour détourner l'attention de la reconnaissance publique de son père à son égard. Il s'est moqué de Jinky, la traitant de cuisinière naïve et dépourvue d'esprit calculateur. Xeyoun, cherchant à s'attirer les faveurs de Jamin, a même averti Jinky qu'elle risquait des poursuites pour diffamation. Jinky a crié d'une voix rauque qu'ils mentaient tous, mais tout le monde a cru qu'elle était folle. Jinky était complètement désespérée. Si elle devenait une mère menteuse, sa fille ne pourrait plus évoluer librement à l'école ou dans la société. Le ministre Mine était profondément mécontent du comportement de son fils, et encore plus de celui de Jinky, qui connaissait son passé. Le jour même, il a utilisé son influence pour faire interner Jinky dans un hôpital psychiatrique. Peu après, les médias ont commencé à sensationnaliser l'histoire, renforçant la réputation de Jinky comme étant mentalement instable. Ironiquement, le fait que le ministre Mine ait été contraint d'admettre sa relation avec son fils illégitime a conduit les gens à le percevoir à tort comme quelqu'un de franc. Ses résultats dans les sondages non seulement se sont maintenus, mais ont même bondi, dépassant de loin ceux de ses rivaux. Son élection à la présidence semblait imminente. Cela signifiait que, même si Jinky signalait l'affaire ou tentait de s'expliquer, personne ne voulait la croire. Elle a même failli être arrêtée par la police, qui la prenait à tort pour une espionne tentant de salir le président. Comme il était impossible d'obtenir justice, Jinky, agissant en tant que mère, a dénoncé le directeur de l'école pour avoir utilisé des fonds destinés à la construction pour la campagne présidentielle. Les élèves, avides de spectacle, se sont rassemblés pour soutenir Jinky. La nouvelle s'est rapidement hissée en tête des tendances, et Jinky a rapidement reçu des demandes d'interview. Cependant, l'intérêt des journalistes ne portait pas sur ces révélations, mais sur le régime de beauté impeccable de Jinky qui lui permettait de passer pour une étudiante sans aucune incongruité. Dans le passé, Jinky aurait réagi avec colère, mais les événements récents avaient affiné sa sagesse. Tout en partageant ses secrets de soins de la peau, elle a sans relâche exposé le sombre passé du ministre Mine. En voyant les reportages, le ministre Mine est entré dans une rage folle et a immédiatement ordonné au père de Minot de s'occuper de l'affaire. Le père de Minot était tout aussi furieux qu'une tâche aussi difficile lui ait été confiée. Cette nuit-là,
Il traîna Yalan jusqu'à l'entrepôt et avertit la mère et la fille de disparaître immédiatement. Il s'apprêta alors à agresser Yalan. Mais son fils le retint de justesse. Furieux, il jeta Minho à terre. « Tu as du culot de m'arrêter !» À ce moment-là, une main saisit son bras. Young-kyu déclara qu'il détenait un bien plus précieux que la vie de 2 enfants. Il sortit alors un enregistrement sur son téléphone portable et le tendit au père de Minho. On y voyait Jamin pousser une étudiante du haut du bâtiment, entraînant sa mort. Young-kyu déclara qu'en échange, Yalan lui serait remise. « Je veillerai à ce que la mère et la fille quittent ce pays. » Young-kyu aurait pu profiter d'une vie de luxe grâce à cette vidéo. Pourtant, il a volontairement renoncé à cette fortune parce que Yalan était sa propre chair et son propre sang. À leur insu, leur conversation avait été entendue par un élève. Le père de Minho était naturellement ravi de détenir le secret de Jamin. Pendant ce temps, Jamin était tout aussi déterminé à trouver le point faible du père de Minho. Il devait le découvrir avant l'incident dans le bâtiment des enseignants. Jamin a soudoyé la secrétaire du père de Minho avec son corps. Il demanda ensuite à Xeyoon de voler le registre secret. Cependant, Jinki avait déjà mis la main sur le registre. Xeyoon menaça Jinki avec un couteau pour qu'elle lui remette le registre. Ayant failli être tuée à plusieurs reprises par cette soi-disant amie, Jinki était depuis longtemps dégoûtée par elle. Elle poussa simplement Xeyoon au sol, s'empara du registre et sortit sans hésiter. Tout cela était un complot orchestré par le père de Minho. L'apparition de Jinki avait perturbé ses plans. Le père de Minho ordonna immédiatement à Young-kyu d'éliminer Jinki et de récupérer le registre. Young-kyu, bien sûr, ne ferait pas de mal à Jinki directement. Il se contenta de battre à mort le compagnon de Jinki avant de s'emparer sans effort du registre. Pour assurer la sécurité de Jinki et de sa fille, Young-kyu utilisa ses relations pour faire fermer la boîte de nuit gérée par les associés de Jinki. Voyant ceux qui tenaient à elle subir des représailles successives, Jinki se sentit furieuse mais impuissante. Finalement, elle ne put que se plier aux arrangements de Young-kyu et se préparer à émigrer à l'étranger avec sa fille. Pendant ce temps, Young-kyu remit le registre à Xeyoon, l'exhortant à garder Jamin fermement sous son contrôle. Xeyoon remercia Young-kyu en larmes de lui avoir sauvé la vie. Qu'elle ait suivi son conseil ou non est une autre histoire. Jamin s'assura de conserver les registres comme prévu et ordonna immédiatement au contremaître de terminer la construction du bâtiment d'enseignement en moins d'1 semaine. Le contremaître protesta, arguant que les travaux avançaient déjà rapidement et qu'une accélération supplémentaire risquait de provoquer des accidents. Jamin prétendit faussement qu'il s'agissait d'une directive du président et insista pour que les travaux soient terminés dans les délais impartis. Ainsi, sous la pression des 2 dirigeants, le bâtiment d'enseignement le plus avancé au monde fut achevé contre toute attente. Le président assista à la cérémonie d'inauguration. Le père de Minho s'est empressé de s'attribuer tout le mérite de ce bâtiment de pointe. Jamin a observé le spectacle avec un sourire narquois. Dès la fin de la cérémonie, il a convoqué une conférence de presse, prêt à dévoiler aux journalistes le registre corrompu du père de Minho. Contre toute attente, le père de Minho a fait revenir le président sortant, perturbant ainsi ses plans. Jamin brandit le registre, menaçant de le tenir responsable du nouveau bâtiment. Le père de Minho déclara que le registre était un faux. Jamin et son amant furent tous 2 surpris, mais il s'efforça de rester calme. Après tout, s'il assumait la responsabilité de ce bâtiment dangereux, son père aurait également des ennuis. Le père de Minho produisit alors une vidéo montrant Jamin poussant une étudiante hors du bâtiment. Jamin pâlit en la voyant. À ce moment-là, Young-kyu fit irruption, escortant le ministre Min. Xeyoon a finalement compris qu'il avait été trahi par Young-kyu et qu'il était fini. Une fois tout le monde parti, le ministre Min a giflé son fils avec force. Sa colère ne venait pas du meurtre en lui-même, mais du fait que des preuves aussi évidentes aient été laissées sur place. Le ministre Min a donné 2 choix à son fils, mourir ou assumer la responsabilité du bâtiment scolaire. Pendant ce temps, Xeyoon a été traîné dans une pièce à l'arrière par le père de Minho et sévèrement battu. Pendant ce temps, Jinki avait réservé un vol partant le soir même. Yalan fit semblant de dire au revoir à ses amis, mais son véritable objectif était d'apercevoir Minho une dernière fois. À ce moment précis, le bâtiment scolaire nouvellement achevé commença à s'incliner. Les poutres porteuses de la cafétéria se brisèrent, laissant l'eau s'infiltrer. Le contremaître, réalisant que le bâtiment s'effondrait, en informa immédiatement la direction et recommanda l'évacuation immédiate des élèves. Le père de Minho rejeta catégoriquement cette idée, insistant sur le fait que le nouveau bâtiment ne tiendrait pas un seul jour. De plus, les journalistes à l'extérieur n'étaient pas encore partis. Si cela était rapporté, ne serait-ce pas ridicule ? Le contremaître n'avait d'autre choix que d'essayer de colmater la brèche dans la poutre porteuse. Ces hommes le suppliaient d'évacuer rapidement. Le contremaître répondit, « Ma fille est toujours dans cette école. » Ce contremaître n'était autre que le mari de Jinki, et la fille dont il parlait était Yalan. Pendant ce temps, Minho répétait sa demande en mariage à Yalan dans les toilettes, la bague à la main. À ce moment-là, son père l'appela pour l'avertir que le bâtiment s'effondrait et lui ordonnait d'évacuer immédiatement. Le professeur principal se précipita également dans la salle de classe pour organiser l'évacuation des élèves. Yalan se dépêcha de trouver son petit ami, dont elle ignorait où il se trouvait. Ji-un l'intercepta, rayonnante d'excitation, « Tu ne pars pas à l'étranger finalement ?» Avant que Yalan n'ait le temps de réagir, son petit ami l'entraîna avec lui. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ji-un remarqua l'inquiétude des autres élèves. À cet instant précis, le plafond s'est effondré. Le bâtiment scolaire nouvellement construit, vieux d'accent grave peine un jour, s'est effondré. Les pertes parmi le personnel et les élèves ont été lourdes, et les opérations de sauvetage se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Jinki a cherché frénétiquement sa fille. Tout ce qu'elle a trouvé parmi les décombres, c'est une des chaussures de sa fille. Elle s'est effondrée, assise par terre,
pleurant sans pouvoir se contrôler. Young-kyu est également arrivé sur les lieux. L'homme qui avait commis tous les maux imaginables ne ressentait plus que de la perplexité et du malaise. À ce moment-là, Yalan l'a confronté, lui demandant s'il la cherchait. Désormais démasqué, Young-kyu s'est enfui des ruines. Embarrassé, Jin-ki était fou de joie de retrouver sa fille saine et sauve. Mais un autre coup dur a rapidement suivi. Les sauveteurs ont découvert le corps du mari de Jin-ki. L'opération de sauvetage dura 3 jours et fit 7 morts et 58 blessés. L'opinion publique réclama que les responsables de la construction du nouveau bâtiment soient punis. La soudaineté de l'incident offrit à Jamin, qui aurait dû en assumer la responsabilité, une lueur d'espoir. Il approcha le président, qui feignait d'être malade à l'hôpital, et lui proposa de rejeter la responsabilité sur le contremaître décédé, menacé de révéler tous les secrets du passé si le président refusait. Celui-ci pesa le pour et le contre et accepta la proposition de Jamin. Toute leur conversation a été secrètement enregistrée par un journaliste. Ce journaliste n'était autre que la mère de Jion. À ce stade, elle savait seulement que Jamin avait mis sa fille enceinte. Le journaliste a transmis cette information à Jin-ki. Jin-ki n'aurait jamais imaginé qu'il s'abaisserait à faire porter le chapeau à son défunt mari. Furieuse, elle a décidé de se battre contre le conglomérat jusqu'au bout. Le lendemain, Jin-ki a intenté un procès contre l'école et l'entreprise de construction dirigée par Jamin. Mais cette bataille s'annonçait difficile. Un seul avocat avait osé accepter l'affaire, tandis que la partie adverse avait réuni la meilleure équipe juridique de toute la Corée. Le procès a rapidement atteint une impasse, évoluant d'une manière défavorable à Jin-ki. Alors que tout semblait perdu, 2 tournants se sont produits. Les élèves ont spontanément rendu hommage à leurs camarades décédés. Maintenant l'incident de l'effondrement sous les feux de l'actualité. Dans le même temps, de nombreux scandales entourant le nouveau bâtiment ont été révélés, alors que le mari de Jin-ki semblait sur le point de blanchir son nom. La lutte de pouvoir entre le président et Jamin a repris de plus belle. À ce moment-là, un journaliste a reçu un appel de sa fille décédée. L'appel ne provenait pas du téléphone de Jion, mais de l'appareil identique que Jian avait gardé avec elle tout ce temps. Il s'est avéré qu'après avoir entendu la conversation entre Young-kyu et le président, Jian était entré secrètement dans le bureau de Young-kyu pour copier les données du téléphone de Jion. Le journaliste pleura silencieusement en regardant les photos de sa fille. Soudain, elle découvrit un fichier vidéo sur le téléphone. En l'ouvrant, elle vit des images de Jamin poussant sa fille dans les escaliers. Kse-yoon, désormais rempli d'effroi, craignait que Young-kyu ne la tienne pour responsable. Jamin la rassura, « Ne t'inquiète pas, le président et moi avons décidé que Young-kyu endosserait la responsabilité. » Ayant travaillé aux côtés de Young-kyu pendant 17 ans, Kse-yoon le considérait comme un membre de sa famille. Elle informa secrètement Young-kyu, le pressant de préparer sa fuite. Mais Young-kyu déclara, « Ce n'est pas moi qui endosserai la responsabilité. » Mais toi, Kse-yoon resta sceptique. Mais l'afflux soudain d'argent sur son compte bancaire brisa ses illusions. Young-kyu déclara, « Au pire, tu purgeras 2 ans de prison. Après ta libération, tu pourras utiliser cet argent pour vivre dans le luxe. » Ayant enduré l'humiliation pendant une décennie, Kse-yoon méprisait naturellement une somme aussi dérisoire. Elle menaça Young-kyu de voler le coffre-fort du président et de le lui remettre. Sinon, elle révélerait la vérité sur ce qui s'était passé 17 ans auparavant, à savoir comment Young-kyu l'avait poussé à piéger Jin-ki. Young-kyu se mit en colère et la menaça, « Crois-tu que je pourrais te tuer sur le champ ?» Kse-yoon, le cœur mort et froid, accepta amèrement la réalité. Cette nuit-là, Jamin, manipulé par Jin-ki, avoua avoir poussé l'étudiante du haut du bâtiment. Cela mit en rage son père, qui s'occupait des affaires de son fils. Jamin croyait à tort que le président était responsable. Son accès de colère venait du fait qu'il avait reçu un SMS de la jeune fille décédée. À ce moment-là, le téléphone de Jion était en possession du président. Le ministre Min fit alors remarquer, « Quelqu'un a dû en garder une copie. » Tous deux soupçonnèrent immédiatement Kse-yoon. Malgré ses explications répétées, personne ne l'a cru. Young-kyu intervint alors, affirmant qu'il possédait également une copie de sauvegarde et soupçonnant son propre subordonné d'être responsable. Le président ordonna à Young-kyu de récupérer immédiatement la sauvegarde, le menaçant de le tuer s'il échouait. Le jour même, Young-kyu confirma que la sauvegarde avait bien été prise par son subordonné. Grâce aux images de vidéosurveillance de la police, il découvrit que la sauvegarde était tombée entre les mains de Jin-ki. Étant donné que Young-kyu avait déjà sauvé Jin-ki et sa mère à plusieurs reprises, le président ne pouvait s'empêcher de soupçonner sa relation avec Jin-ki. Young-kyu se contenta de déclarer que Jin-ki avait tué son jeune frère et qu'il avait une vendetta contre lui. « Alors amenez-moi Jin-ki. Prouvez votre loyauté. » Mais Jin-ki semblait avoir disparu dans la nature. Malgré toutes ses recherches, Young-kyu ne trouva aucune trace de lui. Young-kyu ne put que retrouver les hommes de Jin-ki et menacer de mort l'un de ses subordonnés. C'est alors seulement qu'il apprit que Jin-ki s'était rendu à la bibliothèque de l'université. Le président surveillait chacun de ses mouvements. Il était donc certain que Young-kyu ne l'avait pas trahi. Après avoir appris où se trouvait Jin-ki, le président se précipita à la bibliothèque le soir même. La bibliothèque abritait le coffre-fort secret du conglomérat, véritable poumon de toute l'organisation. Le président décida d'éliminer Jin-ki lui-même, mais il trouva la chambre forte complètement déserte. Alors qu'il réfléchissait à la situation, une nuée de journalistes surgit de l'ombre. Jin-ki et ses compagnons les suivirent peu après. Le président comprit qu'il avait été trahi par Young-kyu. Les actions de Young-kyu visaient à protéger Jin-ki et sa fille. Après tout, la fille de Jin-ki était sa propre chair et son propre sang. Ignorant cela, le président fit attendre Jin-ki. La nouvelle de l'existence du coffre-fort secret de l'école fit rapidement le buzz sur Internet. En voyant cela,
Jamin comprit que des ennuis se préparaient. Le contenu du coffre-fort représentait une menace pour la carrière de son père. Le président allait inévitablement lui en faire porter la responsabilité. Son seul salut résidait désormais dans l'enregistrement que sa mère lui avait laissé. Comme prévu, le lendemain, le président rejeta la responsabilité du coffre-fort secret sur Jamin. Sous les menaces du président, Xeyoun accusa également à tort Jamin de lui avoir transféré les 10 milliards de wons pour l'acheter son silence. Par la suite, Ji-1, agissant en tant que témoin, révéla comment l'étudiante avait été poussée dans les escaliers par Jamin pour la faire taire après avoir découvert le coffre-fort. Jamin fut donc arrêté sur le champ. Le président s'en sortit un peu mieux, sollicitant l'aide du président de la République pour retarder la saisie du coffre-fort. La condition ? Détruire l'enregistrement en possession de Jamin qui pouvait menacer le président. L'enregistrement parvint rapidement entre les mains du président. Cette menace étant neutralisée, le président convoqua une conférence de presse le jour même. Il s'agenouilla devant le tribunal, implorant les juges de punir sévèrement le fils d'un meurtrier. Témoin de cette scène, Jamin se sentit complètement découragé. Il téléphona immédiatement à Xeyoun, lui disant « Je t'ai laissé un cadeau au restaurant où nous nous sommes rencontrés la dernière fois ». Après une nuit d'hésitation, Xeyoun décida d'aller voir. À l'intérieur, elle trouva la lettre de confession de Jamin et l'enregistrement en question. Pendant ce temps, la femme du président, qui s'était enfuie à l'étranger pour échapper à sa violence domestique, fut ramenée dans le pays par Jinki. La dame a publiquement dénoncé le crime de son mari, qui avait ouvert des comptes à son nom pour corrompre le président. Le président a vigoureusement nié ces allégations, refusant de reconnaître avoir reçu des pots de vin. Les deux individus sans scrupules ont commencé à se disputer directement au tribunal. À ce moment-là, Jamin a également demandé à comparaître devant le tribunal et à diffuser l'enregistrement de son père abandonnant sa pauvre mère atteinte d'un cancer il y a des années. Sans la protection du président, le trésor du président a été rapidement scellé. Finalement, le président a été condamné à 7 ans de prison. Le président du conseil d'administration à 2 ans. Jamin à la prison à vie. Young-kyu a 2 ans et Xeyoun a 1 an. Le mécontentement du public face à ces verdicts était généralisé, en particulier en ce qui concerne le président du conseil d'administration, responsable de la mort de 6 étudiants. Le juge chevronné a fait remarquer de manière significative qu'il espérait que le président du conseil d'administration purgerait la totalité de sa peine de 2 ans. Comme prévu, 3 mois plus tard, le président du conseil d'administration a obtenu une grâce et a été libéré. Young-kyu, en transit, a vu les informations et a senti un frisson le parcourir. Il s'est immédiatement souvenu de la menace du président dans la chambre forte. Il savait que la première chose que ferait le président à sa libération serait de se venger de Jinki. Profitant d'un moment d'inattention du gardien de prison, Young-kyu l'a assommé et s'est échappé. Pendant ce temps, le président avait déjà capturé Jinki et l'avait emmené dans un bâtiment abandonné. Alors qu'il s'apprêtait à faire taire Jinki, Young-kyu arriva juste à temps. Voyant le président sur le point d'être battu à mort, Jinki se précipita pour arrêter Young-kyu. Contre toute attente, le président ingrat sortit une barre d'acier pour lancer une attaque surprise. Mais Young-kyu le projeta contre un mur de béton. Jinki emmena précipitamment Young-kyu à l'hôpital. Le président ordonna également à plusieurs hommes de main de venir à son secours. À ce moment-là, un personnage mystérieux fit soudainement son apparition. Le président cessa immédiatement de se débattre, sachant que son heure était venue. Le lendemain, son corps fut découvert et fit le buzz sur Internet. Les spéculations allèrent bon train, laissant entendre qu'il avait été réduit au silence parce qu'il détenait trop de secrets sur d'autres personnalités de haut rang. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire d'aujourd'hui. Comme le dit le proverbe, les bonnes actions sont récompensées, tandis que les mauvaises actions ont des conséquences néfastes. Ce drame a mis à nu les dessous sordides des écoles coréennes.